Et la vocation de l'ADEME, c'est de proposer à toute personne motivée des cycles de formation pour créer une partition. Et on propose cette partition à des musiciens qu'on invite. Donc Claire, elle a un parcours classique très très respectable et très honorifique, mais à côté de ça, elle a développé ce qu'on appelle l'improvisation libre. Dans notre rencontre, on avait remarqué qu'on avait beaucoup de points communs et d'envies musicales communes, ce qui fait qu'elle a été invitée à l'ADEME en tant que soutien pédagogique, interprète, etc. Et ça a aussi engendré l'AMIL, l'atelier musical d'improvisation libre. D'abord, parlons de l'impro librement. Mais moi, en tout cas, je veux parler de ma démarche personnelle parce que c'est un peu plus simple. Je suis venue à l'impro libre parce que justement, j'étais dans un milieu pas libre du tout, un milieu classique où tout est extrêmement codifié. Et donc ça m'intéressait de voir jusqu'où je pouvais aller en essayant de briser les barrières qui m'entouraient jusque-là. Donc déjà la partition, et puis ensuite en cherchant le langage, quel est mon langage propre et comment est-ce que à chaque instant il peut se renouveler et aller plus loin, parce que finalement ce qui est super intéressant dans l'impro libre, c'est le moment de l'accident, c'est-à-dire le moment où on n'a pas prévu ce qui se passe et du coup il se passe quelque chose qu'on va développer et qui va devenir la nouveauté et vraiment l'inattendu, l'imprévu, et on est vraiment du coup dans l'instant, dans le moment et voilà quoi. Donc ça c'était... Et du coup après de revenir sur la partition aussi avec une petite distance qui est pas plus mal en fait, qui permet de se réapproprier les choses. Lee Sang-yoon, qui est un compositeur coréen né en 1917 et qui a écrit une pièce qui s'appelle Piri. Piri est à la fois le nom de la pièce et à la fois le nom d'un instrument traditionnel coréen. À l'âge de 39 ans, donc en 1956, il va à Berlin pour étudier et commencer une carrière de compositeur. Il a sa consécration internationale en 1966 avec une pièce pour orchestre, donc autour de la quarantaine. Et l'année d'après, en 1967, à 50 ans, il est kidnappé par les services secrets de la Corée du Sud pour espionnage. Il se retrouve en prison et il est torturé. Il est emprisonné à perpétuité. Il continue à composer. Il y a tout un mouvement de compositeurs qui font signer des pétitions, qui font pression pour qu'on le libère. Il est libéré en 69. Il a travaillé sur un opéra quand il était en prison, etc. Il y a plusieurs pièces qui sortent, qui sont écrites. En 1971, il prend la nationalité allemande, donc là où il avait fait la plus grande partie de sa carrière. Et c'est l'année de Piri. Donc ça a un petit peu du sens et on va le voir pourquoi. Et il meurt en 1995. Il y a 3 caractéristiques dans la pièce Piri, qui sont le dodécaphonisme allemand, la tradition coréenne et l'indétermination. Il cherchait une nouvelle grammaire musicale pour sortir en fait justement de la tonalité. Il cherchait un nouveau mode de règle pour arriver à composer et avoir une structure pour faire des pièces plus longues. Et donc il invente ce qu'il appelle le dodécaphonisme, dodéca 12, qui consiste à s'imposer une organisation des 12 notes de la gamme chromatique. Mais la 4e page a une spécificité intéressante, c'est qu'elle amène la question de l'indétermination. En gros,
ici, c'est l'écriture de Youn, où effectivement on a les hauteurs avec les intensités, donc piano, forte, voilà, et quelques articulations. En dessous, c'est la partition réécrite par Mervyn, qui était le premier oboïste à jouer, pour qui ça a été créé. Et donc qui lui a proposé des doigtés à rajouter pour que le son soit l'altérer, soit le changer, soit... voilà. Je vais vous donner un exemple, comme ça va être très simple. Par exemple, cette note-là, s'il joue strictement ce qu'a écrit Zhang Yun, c'est ça. Et si je joue la proposition de Mervyn, c'est ça. Voilà. Et moi, je fais encore autre chose. Donc ici, on a à chaque fois la ligne du oboïste qui a créé, qui a fait jouer la création de l'œuvre. Et là, une troisième ligne qui est totalement blanche pour moi. Alors, moi, j'ai écrit au-dessus, mais j'aurais pu réécrire en dessous. Voilà, donc finalement, ça laisse aussi une part de recherche au niveau du son, du timbre, de plein de choses, et pour rendre cette dernière page lente et mystérieuse. Il a aussi donc une tradition coréenne, puisqu'il y a vécu, étudié la musique, enseigné la musique. Mais en fait, ce que disait Zhang Yun lui-même, c'est qu'en gros, il était vraiment un pied dans l'Occident moderne et un pied dans l'ancienne culture asiatique et coréenne, et qu'il était vraiment une symbiose des deux et qu'il ne pouvait pas se résoudre à aller entièrement dans l'un ou entièrement dans l'autre. Donc sa musique était en fonction de ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est la façon dont ça part et ça monte vers quelque chose. Et à un moment, on se demande où on est. Et puis en fait, non, ça se repose juste. Moi, c'est l'impression que ça me fait quand je joue ça. J'aime beaucoup cette sensation de quelque chose qui se repose et qui s'éteint de façon simple, quoi. Et de façon lente et mystérieuse. Il joue aussi beaucoup avec les microtons. Donc, ouais, voilà, c'est ça. On entend à des moments qu'on se dit oula, ça devient faux, mais non, en fait, c'est juste écrit. Et avec le son qui retombe un peu, puis qui revient, ou qui monte, qui reste en suspens. C'est une façon aussi de retrouver un peu la souplesse qu'on a dans l'instrument, dans le piri. Alors, effectivement, c'est des petites choses comme ça, et bien sûr, c'est pas en écoutant ça, puis ensuite le piri, qu'on va se dire ah bah. C'est la même chose, pas du tout, mais on sent que dans toutes ces petites choses, il y a l'influence du berceau dans lequel il a baigné pendant son enfance et même étant adulte, parce qu'il est parti en Allemagne, il avait 39 ans. Et pour faire le lien avec l'improvisation libre, pour moi, ça a beaucoup de sens. Bon, alors effectivement, il y a cette dernière page qui est complètement indéterminée, enfin complètement,
qui laisse un peu plus d'indétermination. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y a une vraie recherche qui aide, au-delà du dodécaphonisme, au-delà de plein de choses, d'essayer de donner un nouveau souffle à l'instrument, un nouvel élan, une nouvelle façon de sonner, de vibrer, quoi. Et je pense que c'est cette même recherche qui anime l'improvisation libre.